Bonjour et bienvenue dans notre émission Fil Rouge, l'émission où on décrypte ensemble les enquêtes non élucidées pour trouver des solutions, en tout cas essayer de les résoudre. J'ai avec moi Alexandre et Sixtine, passionnés comme moi de criminologie, et c'est ensemble qu'on va mener ces enquêtes. Tout à fait Mathilda, je te remercie pour ta présentation, mais tout d'abord, est-ce que tu apprécies ton café? Ah, beaucoup. Ah, ça ne m'étonne pas parce que nous venons de sortir notre nouvelle marque de café qui s'appelle Café Noir, qui nous vient du Pérou. Voilà, donc c'est un café qui est très apprécié de nos consommateurs et j'espère qu'il vous plaira aussi. Excellent. Alors, on va commencer par la première enquête. Du coup, c'est Alexandre, c'est ça qui nous a ramené à quelque chose de très croustillant. C'est ça, il nous a apporté donc une enquête sur le Cecil Hotel, si je ne me trompe pas, très très connu pour de nombreuses raisons, mais notamment criminelles pour le coup. Ça tombe bien, au bon endroit. Exactement, en fait on va commencer avec la première affaire qui est l'une des plus connues à l'heure actuelle des cold cases. Donc une cold case c'est une affaire qui date souvent d'il y a longtemps et qui est en général classée sans suite pour faute de preuves ou parce que c'est assez flou et l'enquête s'est arrêtée. D'accord. Donc le mystérieux Cecil Hotel est un hôtel qui a ouvert ses portes en 1927 à Los Angeles et qui était destiné à la base à accueillir des résidents en voyage d'affaires et des touristes. Pourtant, quelques années plus tard, l'Amérique tombe dans une période qu'on appelle la Grande Dépression. Et la clientèle va changer et sa réputation va devenir assez mystérieuse. En effet, on dénombre 11 suicides entre 1927, donc directement l'année de son ouverture, et 1962. C'est un peu beaucoup. Ainsi que 7 meurtres, parce que c'est jamais assez, jusqu'en 2015. Il y a aussi des tueurs en série qui ont séjourné pendant leur folie meurtrière au Cecil Hotel. Alors dans cet hôtel, il y a 2 cas très étranges qui sont encore à l'heure actuelle non élucidés. Il y a l'histoire de la Dahlia noire, donc je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà entendu. Personnellement, non. Très connu. Mathilda, oui. Ouais, très connu, il me semble que c'est dans les années 50. C'est ça, en 1947. En fait, le Cecil Hotel, c'est le dernier endroit où il a été aperçu avant d'être découpé en deux dans un parc. Voilà, juste en face de l'hôtel. Et à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé. Mais si vous voulez en savoir plus, ça sera dans un autre épisode. Dites-le en commentaire. N'hésitez pas à réagir. Et la seconde histoire, c'est celle d'Elisa Lam, donc c'est celle qu'on va parler aujourd'hui. Donc Elisa est une étudiante canadienne de 21 ans au moment des faits qui est partie aux États-Unis pour des vacances touristiques. Donc Elisa, c'est une élève et une enfant modèle. Elle appelle ses parents tous les soirs pour leur donner des nouvelles qui, eux, sont restés au Canada. Mais un soir, le téléphone ne sonne pas chez ses parents, alors qu'il s'agissait de la dernière nuit d'hôtel. Elle disparaît le 31 janvier 2013. Elle a pourtant été vue par des témoins faire du shopping la journée même, et même acheter des souvenirs pour ses parents, et tous disaient qu'elle ne montrait aucun signe de mauvaise santé mentale. La police publie une vidéo de la dernière fois où on voit Elisa. On l'aperçoit alors prendre l'ascenseur, mais quelque chose cloche. Les portes ne se ferment pas, elles restent ouvertes, on la voit s'approcher, appuyer sur tous les boutons des étages. Elle se trouvait à ce moment-là au 13e étage, bien évidemment. Donc pour la petite anecdote, dans cet hôtel, le 13e étage n'existe pas. On passe du 12e au 14e parce que le numéro 13 porte malchance, tout simplement. Mais malheureusement pour elle, ça n'a pas suffi. Donc on la voit appuyer sur tous les boutons. Elle se plaque contre les murs comme pour laisser passer quelque chose ou se cacher de quelque chose, on ne sait pas trop. Elle sort de l'ascenseur, elle jette des regards furtifs, puis elle fait des gestes un peu bizarres, on dirait presque un Sims, si vous voyez la vidéo. Oui, puis à son âme. Mais c'est vrai qu'elle est vraiment effrayante, la vidéo. Ouais. Je vous invite à la regarder, on la mettra en lien. Je vois la comparaison du Sims. Voilà. Et, en fait, elle est vraiment très robotique, comme si elle voyait un fantôme. On ne sait vraiment pas ce qui se passe. Et à savoir que les portes ne se ferment pas pendant 3 minutes. Donc pendant 3 minutes, elles restent ouvertes. Donc, ouais, c'est énorme. Voilà, on ne sait pas vraiment ce qui a pu se passer. Et puis au bout d'un moment, les portes se ferment, mais Elisa reste devant l'ascenseur, de dos, et l'ascenseur part tout seul. Et c'est la dernière fois qu'on a vu Elisa. Environ 1 semaine et demie plus tard, les clients commencent à se plaindre bizarrement d'une eau assez noire, qui pue, très mauvaise odeur, et un très faible débit. Très légèrement.
on peut pas se douter de ce qui se passe, et les policiers non plus, puisqu'ils vont directement voir les cuves au-dessus de l'immeuble, là où est stockée toute l'eau qui sert pour les clients. Donc en fait, au-dessus de l'immeuble, il y a 4 cuves en hauteur. Donc il faut vraiment des échelles pour monter dessus. Et quand ils en ouvrent une, on découvre le corps d'Elisa en décomposition, nu dans la cuve qui flotte dans l'eau, avec du coup, les clients qui consommaient cette eau depuis quelques jours. Euh, donc, on ne sait pas ce qui a pu se passer. Comment est-ce qu'elle a pu atterrir dans la cuve, qui elle se situe en hauteur, qui était refermée derrière elle. Et donc, il y a une autopsie qui a été faite. On n'a rien trouvé. Pas de drogue, excepté ces médicaments qu'elle prenait contre... C'était un trouble mental qu'elle avait, non? Oui, c'est ça. En fait, elle était bipolaire. Voilà, pardon. D'accord. Elle était bipolaire. Excusez-nous, c'est le matin, il est exactement 8h50. Donc, on ne sait pas ce qui a pu se passer. Pourtant, la piste du suicide paraît peu crédible, puisqu'elle a dit « Est-ce que je deviendrai psychotique et pourrais-je me suicider ? J'en doute fort, je suis trop lâche. » Alors, est-ce que c'est finalement un suicide, elle aurait changé d'avis, un accident, un meurtre ? Je vous laisse vaquer à vos théories. Vas-y Mathilda, je t'écoute pour ta première théorie. Moi, c'est un cas qui m'a beaucoup intriguée il y a quelques années. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui concordent pas ensemble. On a un corps nu enfermé dans une cuve, refermé de l'extérieur. C'est quand même plutôt étrange comme suicide. Et puis, il faut y penser. Oui, déjà. Mettre fin à un séjour, c'est une chose, mais aller jusque dans les cuves qui sont quand même pas hyper accessibles au public, c'est une chose. Après, il y a cet ascenseur qui m'embête un peu, qui se ferme pas pendant 3 minutes. Elle appuie sur tous les boutons. Alors, en effet, elle a l'air quand même de faire une crise psychotique dans la vidéo. Je vous invite vraiment à regarder. Mais en même temps, on ne sait pas si c'est une crise psychotique ou si elle voit véritablement quelqu'un. Est-ce que quelqu'un appuie sur le bouton extérieur de l'ascenseur pour l'empêcher de remonter, parce que ce serait une théorie acceptable sur la raison pour laquelle l'ascenseur ne se ferme pas. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Moi, j'aurais tendance à penser que potentiellement, il y a quelqu'un, il y a une tierce personne. Après, la vidéo est suffisamment étrange pour qu'on se demande s'il n'y a pas un petit problème au niveau de la santé mentale. Est-ce que on lui a enlevé ses médicaments à ce moment-là? C'est assez bizarre, mais moi je partirais quand même sur un meurtre, sur une tierce personne qui est intervenue et qui a commis ce crime. Tout à fait, c'est vrai que moi j'aurais à peu près la même théorie que toi Mathilda, c'est-à-dire que cette piste du suicide-là, pour moi, elle n'est pas du tout crédible, surtout que la cuve, tu l'as précisé Alexandre, elle était refermée derrière elle. Donc moi je pensais plutôt à partir sur la réaction d'une proie limite qui est traquée, on le voit dans les dernières minutes de la vidéo, elle sent vraiment... On sent que c'est limite une crise psychotique, mais on sent qu'elle a peur de quelque chose vraiment qu'elle voit en face d'elle. Mais moi, ce qui me dérange, cette histoire de 13e étage qui n'existe pas dans l'hôtel. Est-ce qu'on pourrait plutôt partir sur une théorie plutôt fantomatique ? Est-ce que c'est un esprit qui l'aurait attaqué, qu'elle aurait vu et qui aurait tout refermé derrière elle ? Ça pourrait aussi expliquer cette histoire qui est bien étrange, à mon avis. C'est une théorie séduisante, on va pas se mentir. C'est ça. Surtout que le fin mot de l'histoire est que c'est une mort accidentelle par noyade. Mais pas mal de monde, dont nous, je pense, ont du mal à y croire. Comme si on aurait voulu nous cacher quelque chose. Alors, est-ce qu'il y aurait des fantômes dans le Cecil Hotel ? Est-ce que ça serait des employés malveillants qui s'amuseraient ? On ne sait pas. On saura peut-être jamais, mais... C'est vrai que cette enquête, elle a fait une tollée sur Internet. Il y a énormément de théories parce que déjà, il y a beaucoup d'éléments qui permettent à tout à chacun de mener son enquête. Donc, évidemment qu'Internet a été pris d'assaut. Et il y a différentes théories très intéressantes, notamment sur Reddit, où voilà, on peut explorer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Notamment sur l'accès aux cuves, parce que y en a qui disent qu'il fallait un badge, d'autres non. Enfin bon,
c'est assez vaste comme sujet. On pourrait en parler pendant des heures, je pense. Exactement, mais on va passer directement au second sujet. Alors, qui c'est qui s'occupe de la deuxième histoire à nous raconter? Il me semble que c'est Sixtine Tout à qui fait. nous a apporté, pour le coup, une histoire, une enquête un petit peu particulière. Alors, tout d'abord, si je vous dis Pascualita, est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Pas spécialement. Ça Alors. sonne un peu espagnol. Oui, tout à fait, tu as bien raison. Parce que ça se passe au Mexique. Ça se Ok. passe dans les années 30, donc c'est encore plus ancien que l'histoire du Cecil Hotel. Donc la Pascualita, ça commence le 25 mars 1930 au Mexique, dans la petite ville de Chihuahua. Donc il y a Pascualita Esparza, qui est la patronne et la gérante d'une boutique de robes de mariée, qui expose pour la toute première fois son mannequin de cire dans sa boutique, qui est nommée La Popular. Très vite, les habitants ils commencent à s'amasser devant la devanture de la boutique parce qu'il y a un réalisme qui est saisissant au niveau du mannequin, surtout pour les années 30. Et ça pousse à se demander en fait l'origine de ce mannequin, où est-ce qu'il a été fabriqué. La propriétaire, elle reste évasive face à la question en indiquant se l'être procuré à Paris. D'autres disent que c'est après une conversation musclée avec ses fournisseurs de tissus qu'elle aurait eu gain de cause et serait repartie avec le mannequin pour lequel elle aurait eu un coup de foudre. C'est déjà assez étrange d'avoir un coup de foudre pour un mannequin, mais soit dit en passant, elle avait peut-être ses raisons. Les semaines passent et le doute s'installe de plus en plus dans la petite ville mexicaine. Ce mannequin, il commence vraiment à déranger. Il effraie totalement certains habitants. Les traits de son visage, en fait, et ses mains sont décrits comme beaucoup trop réalistes pour un simple mannequin de cire. Les lignes que l'on voit sur ses mains, les veines sont très très apparentes, ce qui n'est pas normal pour un mannequin. On voit également que son visage est beaucoup trop travaillé pour un mannequin simplement de robe de mariée. Et on trouve qu'il y a un côté quasiment macabre. Et on arrive même à distinguer les empreintes digitales sous les doigts du mannequin, ce qui n'est pas non plus assez commun pour l'époque. Et on précise aussi une dernière... tout à fait, c'est ça vrai. On ne s'embête jamais à faire autant de détails pour un mannequin dans une boutique chez H&M, par exemple. Vous n'allez jamais voir ça, quoi. C'est clair. Et on précise également que le bout des doigts est bleuté et que les ongles sont cassés. Donc c'est assez étrange, c'est penser vraiment à un corps en décomposition. Certains commencent à avoir une ressemblance avec la sœur de Pascualita ou encore à sa jeune fille disparue tragiquement quelque temps avant l'ouverture de sa boutique. Sa jeune fille est décédée le jour de son mariage. Elle a été mordue par une veuve noire au moment où elle prononçait ses vœux devant l'autel. Ok. Voilà. Donc une sordide rumeur commence alors à accuser Pascualita qui, éperdue de chagrin, aurait embaumé et exposé sa fille afin de pouvoir la garder éternellement auprès d'elle. Cette théorie sera toujours démentie par la gérante du magasin jusqu'à sa mort en 1967. Cette rumeur, bon, vous en doutez, elle fait rapidement le tour de l'Amérique du Sud et des centaines de personnes se pressent pour pouvoir observer le mannequin, que l'on a surnommé du coup la Pascualita en hommage à sa propriétaire. Pardon. Les réactions face à la Pascualita sont diverses, on a de l'intérêt, de la peur et même du dégoût. Certains n'osent même pas s'en approcher, tandis que d'autres n'hésitent même pas à enfoncer leurs doigts dans la cire et à arracher les cheveux du mannequin. Et vraiment, on a différentes réactions, c'est hyper étrange. Cela a pris une telle ampleur qu'un jour, 2 policiers ont dû être dépêchés sur place afin de procéder à diverses vérifications. Ce jour-là, le mannequin était en train d'être restauré, ses vêtements changés, et c'est toujours d'actualité d'ailleurs parce que ses vêtements sont changés 2 fois par semaine pour pouvoir montrer les différentes robes de la boutique. Et le mannequin était revêtu d'un peignoir, il était changé dans une pièce à part afin que personne ne puisse le découvrir nu. Donc déjà, il y avait tout un protocole qui s'était mis en place. Les policiers eux-mêmes ont témoigné ne jamais réussi à voir l'intégralité du mannequin et la propriétaire avait refusé d'ouvrir le peignoir, invoquant le manque de pudeur des policiers. Donc déjà, c'est assez étrange. Donc comme je l'ai dit juste avant, il est important de préciser que seuls quelques employés confirmés étaient autorisés à changer la robe du mannequin en suivant un protocole très précis. Donc tout d'abord, fermeture de la boutique, plus aucun client à l'intérieur, fermeture des rideaux et ne jamais laisser le mannequin complètement nu. Au fil des années, de plus en plus d'histoires se sont entretenues autour de la Pascualita. Il est par exemple dit qu'au début des années 60, un mage français venait chaque soir dérober le mannequin dont il était tombé amoureux. Il l'envoûtait afin de lui donner vie et il allait la promener dans le parc juste en face de la boutique. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi Vercingétorix s'amuse à kidnapper un mannequin et à le balader toutes les nuits? Je sais pas, et apparemment il était tombé amoureux, donc est-ce qu'on ferait pas par amour? Et il la ramenait à chaque fois au petit matin pour pouvoir la réexposer dans la vitrine. Chaque année, le jour de la fête des morts mexicaine, qui est le 2 novembre, si jamais vous ne le saviez pas, les jeunes enfants viennent déposer des offrandes et des bonbons devant la vitrine du magasin, devant la Pascualita.
Et après quelques recherches, il s'avère qu'elle n'est plus exposée depuis 2019. En tout cas, c'est ce qu'on a pu retrouver sur Internet. Le nouveau propriétaire, monsieur Mario Gonzalez, ne s'est pas exprimé sur le changement de soudain et l'enlèvement du mannequin de la vitrine. Par contre, il n'a jamais démenti sur la théorie d'un cadavre qui pourrait se trouver à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que c'est un vaste canular qui date de plus de 95 ans ? Ou est-ce que vous pensez simplement que c'est un résultat désespéré de l'amour d'une mère pour sa fille ? Alors juste, je précise pour les auditeurs, on vous mettra les photos du mannequin, pareil en lien, Ouais, c'est pour que terrifiant. vous puissiez observer la Pasqualita parce que c'est à voir. Hein. Ça vaut le vraiment... détour, comme on dit. Vraiment, allez la regarder parce qu'elle est terrifiante, surtout de près. Surtout, regardez bien ses mains. Par rapport à ce que je vous ai dit, les détails sont extrêmement horrifiques. détaillés. Ouais. Je t'en prie, vas-y Alexandre. Ouais, ben alors, les deux théories probables, c'est d'un côté, c'est soit un cadavre qu'on aurait embaumé et qui serait resté pendant 90 ans en plein soleil au Mexique. Alors, est-ce que dans les années 30, on connaissait des techniques qui se sont un peu oubliées depuis d'embaumage, je ne sais pas comment on dit. Embaumement. Parce que, je sais pas, si on peut pas l'avoir nu ou quelque chose comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose à cacher sous ce corps ou est-ce que c'est juste pour entretenir le mythe ? Je pense qu'éventuellement, si c'est pas un cadavre, parce que je pense que garder quelqu'un en pleine vitrine du soleil du Mexique pendant 90 ans, ça me semble compliqué. Est-ce qu'on n'aurait pas tout simplement fait un moule de certaines parties du corps, comme par exemple les mains ? Parce qu'on voit vraiment une différence de détails entre les mains qui font vraiment, vraiment très réaliste, avec empreinte digitale. Et pour moi, sculpter ça, c'est pas possible. Donc, est-ce qu'on aurait fait un moule, au moins de mains à l'époque ? Franchement, je sais pas. Parce que j'aime bien l'idée que la propriétaire aurait embaumé sa fille et qu'elle aurait fait perdurer le mythe. Mais est-ce que c'est possible ? Toi, je sais pas, Mathilda, ce que tu en penses. Moi, ce qui me dérange beaucoup avec ce mannequin, c'est qu'il y a des choses qui sont laides et qui peuvent pas être reproduites. La peau est fripée à certains endroits, notamment autour des yeux. On a vraiment ce côté embaumement un peu raté, où voilà, il y a des vagues sous les yeux, les cils sont pas collés correctement, le regard il est pas rassurant. On a d'autres parties du corps où on voit que c'est vraiment travaillé, comme le nez, où là c'est fixe. Hein, ça semble totalement faux, mais par contre le contour des yeux qui semble très réaliste, mais réaliste comme un corps qui a été embaumé, quoi. Et alors pour les mains, j'en parle même pas. On est sur des ongles un peu jaunis, le bout des doigts qui sont un peu jaunis. On a en effet ce côté un peu bleu c'est quand même très réaliste, mais très réaliste dans le macabre, pas très réaliste dans une personne lambda en vie. Donc c'est très perturbant. Les sourcils aussi, moi personnellement, m'ont perturbée. C'est difficile de pas envisager en tout cas que c'est un embaumement. Après, pour te rejoindre, voilà, je sais pas à quel point c'est possible d'embaumer un corps pour éviter les odeurs, etc. On va rentrer dans le macabre là. Désolée, hein, mais est-ce qu'il est possible vraiment de... Peut-être qu'il y a eu un travail gigantesque derrière ça. Peut-être que ils ont gardé que certaines parties, peut-être que la peau, enfin on ne sait pas, mais quelque chose d'un peu lugubre comme ça. Peut-être que justement le corps n'est pas montré parce que y a des immenses cicatrices sur le torse. Moi j'ai pensé tout de suite à ça pour pouvoir enlever les organes. Mais c'est vrai que ça me paraît absolument dingue si demain on me dit avec assurance que non, ce n'est qu'une poupée de cire. Alors, pour réagir à vos deux théories qui se ressemblent finalement, c'est vrai qu'il y a plusieurs thanatopracteurs qui se sont penchés sur le sujet. Très joli mot. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui embaument et qui s'occupent des personnes décédées. Donc voilà, c'est un très beau métier. Franchement, c'est hyper intéressant. Et ils se sont donc penchés sur la question. Pour eux, ce qui était
problématique dans la théorie du cadavre qui restait embaumé, c'était forcément les odeurs qui auraient pu persister dans la boutique et surtout le soleil, en fait. Vu qu'elle était, on le voit sur Google Maps, dans la rue, elle est vraiment en plein soleil toute la journée. Ouais. Et ça aurait dû se décomposer très vite. Après, pour faire le parallèle, il existait déjà, donc en 1930 et même avant, des techniques d'embaumement. Je fais le parallèle avec l'histoire de Rosalia Lombardo. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non, c'est une petite fille de 4 ans qui a été embaumée en Italie en 1906, si je ne me trompe pas. Et bon, forcément, elle est dans un cercueil de plomb. Après, elle n'est pas du tout dans les mêmes conditions que la Pasqualita. Mais on a vraiment l'impression qu'elle est morte il y a 5 ans, quoi. Alors que ça fait plus d'1 siècle qu'elle est embaumée. Et pour le coup, personne n'a retouché au cercueil. Quand on va visiter les catacombes de Palerme, on a vraiment l'impression qu'elle est décédée il y a très peu de temps. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas du tout les mêmes conditions que la Pasqualita. Donc moi, j'aurais tendance à penser que c'est plus un moulage qui a été fait sur un corps. Mais c'est vrai que pour l'époque 1930, je ne pensais pas qu'on pouvait aller dans le détail autant. Surtout au niveau des mains. C'est vrai, pourquoi rajouter en fait des veines, des ongles cassés, comme si vraiment on avait juste coupé la main du cadavre. En fait, ça se trouve, et après aussi cette théorie-là, est-ce qu'on n'aurait juste pas récupéré des parties qu'on aurait réussi à embaumer et des petites parties se seraient conservées? Pourquoi pas. Ce serait horrible. Ouais, ce serait vraiment horrible, mais qu'est-ce qu'on ferait pas par amour, hein, visiblement. Ou alors c'est juste un fou très talentueux qui avait l'objectif de reproduire un mannequin qui ressemble à un cadavre. Parce que, encore une fois, il n'est pas dans le réalisme du vivant, il est dans le réalisme du morbide, quoi. Ou alors est-ce qu'il aurait juste assez de talent pour faire en sorte que ça ressemble à un humain, mais pas assez pour le faire ressembler à un humain vivant? Pour moi, je trouve qu'il faut encore plus de travail pour que ça ressemble à ça, pour que ça ressemble à du vivant. Là, honnêtement, c'est assez flippant, quoi. Bon, écoutez, dites-nous vos théories en commentaire. On aura hâte de les découvrir ensemble. C'est clair. Je veux la suite de cette histoire. Et on va du coup passer à la 3e histoire. Mathilda, tu as une histoire qui est vraiment impressionnante, en tout cas de ce que tu as pu nous en raconter un tout petit peu tout à l'heure. Donc on t'écoute, vas-y, pour cette histoire. Alors oui, moi je vous ai ramené un cas de disparition. Alors on est clairement sur un meurtre. D'accord. Mais on n'a pas de cadavre. Et finalement, on a très peu d'éléments. Et c'est une personne qui est un petit peu connue, en tout cas dans sa ville Mason City. Donc je parle de la disparition de Jodie Eisentreut. Donc Jodie, c'est une présentatrice de télévision américaine pour Kimt. Le mardi 27 juin 1995, donc à Mason City dans l'Iowa, Jodie, qui a 27 ans, part de chez elle aux alentours de 4 heures du matin pour se présenter à son émission de la matinale. Une collègue ne la voyant pas arriver, l'appelle, Jodie répond. D'accord. Elle la rassure, elle rassure sa collègue en lui expliquant qu'elle s'est levée en retard, mais qu'elle s'apprête à partir, elle arrivera d'ici 20 bonnes minutes, quoi. Mais voilà, Jodie n'arrivera jamais au studio. Elle s'est littéralement volatilisée. Au bout de 3 heures, quelqu'un de l'équipe décide de contacter la police. Le policier va donc faire un contrôle de routine, fait le tour de l'immeuble, puis s'approche de la voiture de Jodie. Et là, il y a des détails qui vont l'interpeller. Il se trouve que le rétroviseur gauche est tordu de l'extérieur, les clés de la voiture sont à terre, ses chaussures à talons sont à terre, il y a du maquillage au sol et son petit sèche-cheveux. Qui est très bizarre. Donc on a vraiment face à potentiellement une bagarre, un sac qui s'est ouvert. Il y a quelque chose de suffisamment inquiétant, en tout cas pour fouiller l'appartement. Donc la police y va, il paraît en ordre, pas de cambriolage, il n'y a rien de suspect, sauf la cuvette des WC qui est relevée. Plutôt étrange pour une femme qui vit seule. Amy, donc sa collègue et meilleure amie, est très vite interrogée, mais n'apporte pas plus d'éléments aidants, à part le nom de son meilleur ami, John 26. Le meilleur ami de Jodie. Ouais. John se présente, il explique qu'il est sûrement le dernier à l'avoir vue en vie, ce sont ses mots, car elle est passée chez lui environ 1 heure la veille au soir. John dit que tout semblait normal, Jodie n'apparaissait pas anxieuse et n'a rien dit de spécial. Un autre interrogé, Randy, un fan de la journaliste qui passe tous les matins devant chez elle. Terrifiant.
À noter, vers 4h30 du matin, une Ford Econoline de couleur blanche avec les phares allumés qui attendait devant l'appartement de Jody. Les voisins aussi sont interrogés pour savoir s'ils ont entendu quelque chose aux alentours de 4h30 du matin. 5 voisins ont entendu des cris et des appels à l'aide venant d'une femme sur le parking. Aucun n'est intervenu. Voilà, ça c'est dit. Super déjà. Une des voisines dit avoir vu cette même camionnette blanche la semaine précédant la disparition de Jody, vers 4h du matin également, avec 2 hommes à l'intérieur. Donc on a quand même quelques petits éléments. La famille de Jody décide de prendre un détective privé puisque la police n'avance pas. Et son enquête met en lumière que Jody se sentait suivie et observée par un potentiel fan. L'enquête va également révéler que plusieurs hommes de la ville étaient connus pour s'amuser à suivre des présentatrices TV. 2 suspects vont sortir du lot. On a Thomas Korskad. Il habite à 50 km de Mason City, vit dans une caravane, criminel de niveau 3, donc c'est le plus haut niveau aux États-Unis. Et son ex-petite amie dira qu'il aimait beaucoup, beaucoup Jody. Il l'appelait sa fille. Il a été interdit d'assister à ses émissions en direct car la production estimait que c'était un harceleur. Il envoyait tout le temps des lettres. Ça lui a fait bien sûr péter un plomb selon les dires de son ex. De plus, Thomas était un propriétaire d'une camionnette Ford blanche. Et cette camionnette a pris feu peu de temps après les faits, peu de temps après la disparition de Jody. Il sera arrêté plus tard pour d'autres faits, mais est aujourd'hui libre. Suspect numéro 2, Tony Jacks. Il vivait à 2 rues de chez Jody. En 1997, il fera parler de lui car pendant 18 jours, il s'amusait à entrer chez des femmes seules et à dormir sur leur canapé. Super, c'est une belle activité. C'est hyper bizarre. Aucune piste ne sera pourtant retenue. Le dossier est aujourd'hui à l'abandon. Alors plus tard, en juin 2008, le Mason City Globe Gazette a reçu des photocopies du journal personnel de Jody dans une grande enveloppe sans adresse de retour. Le journal était pourtant en possession de la police depuis 1995, lorsque l'enquête a commencé. Ainsi, lorsque le journal a fait état du colis, les enquêteurs ont considéré qu'il s'agissait d'une possible avancée dans l'affaire. Malheureusement, quelques jours plus tard, la police a annoncé que l'expéditeur s'était manifesté et qu'il s'agissait de l'épouse d'un ancien chef de police de Mason City, bien qu'il ne s'agisse pas du même chef qui supervisait l'affaire de Jody. Okay. Aucun motif n'a jamais été donné quant à la raison pour laquelle elle aurait envoyé ce colis. Je vous avais dit, c'est hyper bizarre de A à Z. Oui, c'est beaucoup trop d'éléments là. Frank Stearns, qui était chef de la police de Mason City au moment de la disparition de Jody, a fait l'objet d'un examen minutieux en 2011 lorsqu'un ancien officier de police de Mason City a affirmé que Stearns et 2 autres fonctionnaires avaient été impliqués dans sa disparition et dans une dissimulation ultérieure. Stearns a pris sa retraite au milieu de cet examen minutieux et une enquête sur lui n'a pas validé les allégations de l'ancien officier. Enfin, on a 2 théories, 2 éléments qui se sont rajoutés à la suite bien plus tard, en 2023. En 2023, donc un rebondissement dans l'enquête du détective privé, la jeune femme avait entretenu une dernière aventure secrète avec un homme mystérieux. 10 jours seulement avant de disparaître. L'homme a été innocenté, mais la police et le détective n'écartent pas la possibilité d'un admirateur jaloux qui aurait appris cette liaison et serait devenu violent. On a également d'autres faits qui sont survenus sur John Vancis, rappelez-vous, le meilleur ami de Jody. Il avait des rapports finalement plutôt particuliers avec celle-ci. Il lui offrait des cadeaux non sollicités très coûteux et a même baptisé son bateau à son nom. En 1995, un soir dans un bar, il aurait poussé Jody et un homme nommé Billy Proyne qui dansaient ensemble dans un bar. Le 4 avril 1995, Proyne a été retrouvé mort par balle dans la maison de Mason City. Les autorités ont d'abord conclu à un suicide, mais la cause a été changée en indéterminé après la découverte de nouveaux éléments suggérant une bagarre qui avait eu lieu dans la maison. L'affaire est rapidement tombée à l'eau et Jody enquêtait prétendument sur le décès lorsqu'elle a disparu. Les autorités n'ont jamais lié cette affaire à Jody.
Alors, à vos hypothèses, John Vancis, les 2 criminels Tony et Thomas, un fanatique, la police impliquée. Je vous écoute. Il y a tellement de Ouais. théories, ça m'a cassé le cerveau, ton enquête. Je vous avais dit que c'était du lourd. Bah, écoute, alors je retrouve pas le nom du syndrome, mais il y a un syndrome qui existe pour les personnes qui tombent amoureuses follement Érotomane. Merci, c'est l'érotomanie. Au départ, je pensais à ça quand tu as commencé à nous raconter l'histoire, mais le fait qu'il y ait des éléments qui étaient cachés par la police et qu'on ait peut-être la police impliquée, surtout que ça traîne parce que ton affaire, elle date de la fin des années 80, c'est ça que tu nous as dit? Oui, on est en 96 si je me trompe pas. Fin des années 90, et on a des nouveaux éléments en 2023 avec un policier qui prend sa retraite au milieu d'une enquête. Enfin, je partirais plutôt sur effectivement des fans qui auraient pu être au premier abord des potentiels suspects, enfin le suspect numéro 1, et que le policier en question ait peut-être profité du fait qu'il y avait des fans dans la ligne de mire des autres policiers, de ceux qui faisaient l'enquête, pour finalement agir et être non coupable, parce qu'il aurait certainement accusé les autres en disant non, ce sont des fans, certainement eux qui ont fait, c'est pas moi, policier, représentant de l'État qui va faire quelque chose. Je partirais plutôt sur cette théorie-là. Et toi? Ouais. La police directe. Ouais. Pas de pitié. Alors, je sais qu'il existe une loi je crois qu'il existe une loi aux États-Unis qui permet de faire croire à sa mort. Je sais qu'il y a des théories sur beaucoup de chanteurs comme Michael Jackson, plus récemment XXXTentacion qui auraient fait croire à leur mort. Ça, je suis pas sûr, c'est à vérifier, mais je crois que c'est un truc qui existe. Alors, peut-être que ça pourrait expliquer l'implication de la police un peu bizarre. Peut-être qu'elle aurait un peu senti mal son ami qui serait bizarrement venu la veille, qu'il aurait peut-être menacé, je sais pas. Et elle aurait décidé le lendemain, bizarrement une fois en retard, parce que je pense que si son ami l'appelle, c'est qu'elle devait pas être souvent en retard à mon avis. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui a changé. Puis si on a entendu des cris à 4h du matin, est-ce qu'elle serait retournée dans son appartement? C'est beaucoup d'histoires qui sont bizarres. Est-ce que la personne qu'on aurait vue sur le parking, ce serait pas juste une autre personne? Et ça serait vraiment un hasard de dingue. Franchement, je sais pas. C'est vraiment une histoire qui est très floue. Il y a beaucoup de suspects qui ont l'air tous plus convaincants les uns que les autres. C'est clair. Alors, on dirait ils ont fait un peu les Avengers pour tous se réunir et se décider le même jour de l'attaquer en même temps. En fait, ça paraît bizarre qu'il y ait autant de suspects qui vivent autour d'elle, qui auraient agi le même jour. Parce qu'il y en a, ils étaient plutôt amoureux d'elle. Les autres, peut-être, ils auraient voulu la tuer. Ils auraient peut-être pas des objectifs communs. Mais ils étaient tous, on est quasi sûr, autour de son immeuble le jour de sa disparition. Ouais. Donc franchement, c'est vraiment très bizarre. J'avoue que je sais vraiment pas du tout. Je suis un peu perdu dans cette histoire. Il y a vraiment beaucoup de suspects, beaucoup d'éléments contradictoires et d'autres qui vont dans le même sens. C'est vraiment un fil rouge emmêlé, quoi. Là, pour le coup, on est sur une enquête assez corsée. C'est vrai que moi, je trouve ça hyper bizarre, la manière dont l'enquête a été menée. Alors oui, ils ont quand même interrogé, il faut savoir, plus de 300 propriétaires de camionnettes blanches Ford. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il n'y a pas eu... c'est quand même fou de autant piétiner sur une enquête de disparition où il y a autant d'affaires jonchées sur le sol. Il y a quand même des éléments. Est-ce qu'il n'y avait pas de l'ADN C'est vrai que, j'ai pas retrouvé ces éléments-là. L'enquête, il faut savoir qu'elle est, par le détective privé, elle est toujours ouverte. Il y a une récompense. D'accord. Si vous trouvez des éléments qui permettraient de retrouver Jodie. Je crois qu'elle est hauteur de 50 000 dollars. Okay. Je ne suis pas sûre, mais il me semble. Donc, si vous vous sentez de passer quelques nuits à essayer de dénouer ce problème, allez-y, il y a une récompense. Mais c'est vrai que moi, j'ai quand même un truc avec ce John Vancis. Okay. Ah oui, tu partirais plutôt sur ça? Qui est, pour rappeler, parce qu'il y a beaucoup de noms qui sont sortis dans l'enquête. John Vancis, c'est le meilleur ami de Jodie. D'accord. Sauf que je me dis que c'est John Vancis avec les deux fous fanatiques des présentatrices. Ah, tu penses qu'ils se sont Moi, je me regroupés demande pour faire s'ils quelque sont chose? pas en lien Ok. tous les trois. Ok. Voilà. Je sais pas. Après avoir lu tous les éléments vraiment en détail, j'ai trouvé ça vraiment bizarre.
Surtout qu'il y a 2 hommes qui ont été aperçus dans la camionnette blanche. Et je trouve que John aussi est quand même plutôt bizarre dans l'histoire. Donc je me dis pourquoi il n'aurait pas fait appel à ces 2 hommes pour l'aider à se débarrasser de Jodie, ou peut-être qu'il voulait juste lui faire peur et on ne sait pas après, et la sauver, j'en sais rien, pour apparaître comme un héros. Ah, c'est possible, hein. Mais t'as tellement de théories Et farfelues que ça aurait là-dessus. mal tourné, peut-être. Il aurait appelé 2 fanatiques pour lui faire peur. Lui, Ouais. il la sauve, puis il tombe amoureuse, mais ils n'ont pas su se contrôler, ou ça a mal tourné. je sais pas, peut-être. Si lui aussi était érotomane, Peut-être. en vrai, ça peut aller vraiment très très loin, hein. Il y a plusieurs cas, même encore aujourd'hui, où des érotomanes, ils peuvent suivre la personne dont ils sont tombés amoureux au bout du monde, ils lâchent jamais, quoi. Ouais. Donc c'est probable Ah aussi. oui, ça peut aller très très loin. Mais du coup, oui, ce qui est dingue, c'est qu'on n'a jamais retrouvé le corps Ouais. de Jodie. On n'est pas non plus dans une ville immense, c'est Mason City. Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue qu'il n'y ait aucune trace de sang, qu'il n'y ait aucune trace de lutte vraiment physique devant cette voiture, à part les débris. Enfin, c'est lunaire, quoi. Ouais, Il n'y a rien, il n'y a rien. c'est clair. Sachant que du coup, il y avait déjà la police scientifique qui était créée à l'époque. Enfin, c'est quand même assez récent. Oui, c'est fait des années 90. Enfin, Mm. Comme tu l'as dit, il y avait déjà l'ADN, il y avait déjà pas Oui. mal de techniques qui étaient mises en place pour retrouver les personnes. C'est vrai que c'est étrange. C'est pour ça que moi, je pense plutôt que c'est la police qui a dû peut-être mettre la pression quelque part pour garder des informations secrètes et confidentielles. Peut-être que sachant qu'elle était journaliste, elle avait des informations sur les policiers. Ah ouais, on part sur une théorie en fait. Après, il faut pas oublier aussi que si le corps a été retrouvé peut-être dans une autre ville, enfin la police ne communique pas entre États. Mm. Ça Ok. a beaucoup servi énormément de tueurs en série. Ils ont beaucoup utilisé cette faille-là dans la police parce qu'il n'y a aucune communication, aucun partage des dossiers à l'époque. Dans les enquêtes, donc ça freine énormément la possibilité d'avancer pour résoudre des enquêtes, quoi. Ok. Donc potentiellement, c'est un autre État qui a peut-être trouvé d'autres éléments et qui aurait pu les communiquer, ou Ouais, c'est pas bête. une autre disparition inquiétante, un peu du même style, avec une Ford blanche, Columbine, on ne sait pas. On ne sait pas. Bon, mais Vraiment pareil, beaucoup de vraiment, théories, ouais. n'hésitez pas à nous donner vos théories en commentaire. On serait heureux de pouvoir les lire parce qu'il y en a tellement que là, on peut même J'ai pas hâte faire de le les tri. lire. Ça m'étonne pas. J'ai hâte de lire la créativité de nos auditeurs. En tout cas, j'ai passé un très très bon moment. Ouais. J'espère que Très vous cool, ouais. aussi. Ah, j'ai adoré. Le café noir était très bon. Merci Sextine. N'hésitez pas, achetez-le sur notre site, il est déjà disponible. Alors, on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Fil Rouge. Cette fois-ci, on va parler d'un mannequin, Balenciaga. On retrouve un petit autre peu... mannequin, ouais. voilà. Ce qu'il est vrai ou pas, on verra ça ensemble. On va partir un petit peu du côté de mes racines en Belgique, avec le dépeceur de Mons. Super. Le bon terroir. Le bon terroir belge. Et enfin, on va traiter l'affaire Marie Reiser. Pareil, on est sur une combustion spontanée. Là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je pense que ça sera un sacré épisode également. N'hésitez pas à vous renseigner aussi sur les futures enquêtes avant de nous écouter. Ça pourrait être un bon moyen de pouvoir c'est commenter C'est une super idée, ouais. en live. En tout cas, merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain. À très bientôt. Ouais, très bientôt. Bonne journée à tous.